Bonjour. Cette année, le thème qui a été choisi par le Centre d'Alembert porte sur les libertés académiques. Dans certains pays, les atteintes aux libertés académiques étaient déjà très concrètes et depuis longtemps. En revanche, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, les menaces sur l'enseignement supérieur semblaient loin dans le temps, loin dans l'espace. Du point de vue académique, il y a une longue histoire de la construction du monde académique, de ses liens avec la société, de l'organisation des relations qui structurent les systèmes de recherche dans différents pays, avec des autonomies, des libertés académiques qui sont variées, des contraintes spécifiques imposées par les pairs au niveau des libertés académiques. Et puis, depuis plus d'un an, il y a des signaux, notamment qui proviennent des États-Unis, qui nous alertent. Des agences fédérales ont été fermées, des chercheurs et des chercheuses ont été licenciés, des budgets pour la recherche et l'enseignement ont été supprimés ou réduits. Des thèmes de recherche et même des mots dans des projets de recherche ont été interdits. Sur les campus, les formes de mise en débat et de contestation de l'ordre établi relativement traditionnelles dans le monde universitaire ont été criminalisées. Mais ce qui rend ce thème des menaces sur la liberté académique pertinent ici et maintenant, c'est l'extension de ce mouvement à l'encontre du monde académique. Les libertés académiques, elle révèle quelque chose des liens entre les sciences et la société. Durant les phases de tension, ce que fait la science à la société, mais aussi ce que fait la société à la science, eh bien, elles sont remises sur le devant de la scène. Lors des moments de tension, la fragilité des institutions de recherche, des institutions scientifiques réapparaît. Ces tensions, elles se matérialisent à travers différentes modalités, des plus petites aux plus radicales. Aujourd'hui, on va regarder notamment ce qu'il se produit dans différents types d'institutions qui ont été impactées, y compris différentes disciplines. Alors, est-ce que les attaques sont les mêmes entre toutes les disciplines et pourquoi certaines disciplines sont plus attaquées que d'autres? Et qu'en est-il spécifiquement dans les sciences humaines et sociales? Donc, pour présenter cette séance, je laisse la parole à Hélène, j'espère, pour dire quelques mots sur Gisèle Sapiro. Oui, donc la séance d'aujourd'hui était consacrée à la déclinaison de la thématique menace sur la liberté académique dont vient de parler Julien Gargani dans la suite du colloque, et spécifiquement sur les menaces sur la liberté académique et les sciences sociales. Donc nous avons invité deux collègues, Gisèle Sapiro, qui est sociologue de la littérature, et Caroline Ibos, professeure de sociologie et directrice de recherche au CNRS, et Caroline Ibos, qui est professeure de sociologie et d'études de genre à Paris 8. Dans cette séance aujourd'hui, Caroline Ibos n'interviendra pas. Elle nous a prévenu qu'elle n'arrivait pas à préparer la conférence dans des conditions satisfaisantes, vu la somme des contraintes inattendues devant laquelle elle s'est trouvée. Et parmi celles-ci, la plateforme de choix au master qui vient de se terminer, elle s'est rendue compte qu'elle avait 2000 candidatures à examiner d'ici la fin de la semaine ou très rapidement pour son master. Donc le master dont elle est responsable. Donc elle vous prie de l'excuser et elle ne pourra donc pas intervenir.
En revanche, Gisèle Sapiro, qui elle aussi a des contraintes lourdes, entre autres cette semaine, a accepté, a fait l'effort de venir jusqu'à notre campus et à intervenir. Donc, l'intervention de Gisèle Sapiro, menace actuelle sur la liberté académique dans les régimes libéraux et illibéraux, et le thème qui va être décliné, qui a fait aussi l'objet d'un numéro de la revue Sociologica paru en décembre, Academic Freedom Under Attack. Certes, il y a les menaces dans les régimes autoritaires et illibéraux, mais je pense que ce que vous allez nous montrer dans votre propos, c'est qu'il y a un continuum entre les menaces, les attaques, l'absence de défense des chercheurs et chercheuses par le pouvoir politique et les institutions, un continuum entre ces régimes autoritaires et illibéraux et les démocraties libérales, dont la nôtre, et donc d'examiner non pas comme des menaces qui pèseraient ailleurs, mais des menaces qui concernent l'ensemble des sociétés, dont celle dans laquelle nous intervenons, nous agissons, et les sciences sociales se développent aujourd'hui en France. Donc, je vous laisse la parole, Gisèle Sapiro, et vous remercie très sincèrement de participer à notre séminaire. Bonjour et merci de votre invitation. C'est un thème épineux qui nous touche tous et toutes dans le cœur même de nos activités. Alors, le champ académique a conquis son autonomie par rapport aux sphères politiques, économiques et religieuses en affirmant le principe de la liberté académique. Or, au vu des atteintes à la liberté académique qui se multiplient partout dans le monde, y compris dans nos démocraties libérales, il est nécessaire de rappeler ces fondements et de recenser les formes que prennent ces atteintes dans différents types de régimes. La science politique oppose typiquement les régimes autoritaires où le pouvoir est fortement concentré et coercitif et où la liberté d'expression est inexistante, aux démocraties libérales où les citoyens jouissent de droits civiques et politiques ainsi que de libertés individuelles. Toutefois, la notion d'illibéralisme, bien que critiquée, s'est révélée de plus en plus utile pour décrire les tendances autoritaires au sein de régimes qui se présentent officiellement comme des démocraties électorales, tout en restreignant les libertés et les droits individuels, y compris la liberté d'expression. La liberté académique est un indicateur pertinent pour observer ces tendances autoritaires dans les régimes dits illibéraux. Malgré les différences marquées entre, d'une part, les régimes autoritaires et illibéraux où la liberté académique est systématiquement bafouée, voire ignorée, et d'autre part, les régimes libéraux où elle est en principe protégée, je soutiendrai que la liberté académique est également de plus en plus menacée dans ces derniers, les régimes libéraux, en raison de facteurs exogènes et endogènes combinés. Alors, les facteurs exogènes, on le verra, comprennent la pression externe exercée par les régimes autoritaires et illibéraux, soit sur les chercheurs en exil ou par leurs intermédiaires, soit concernant certains sujets tels que les génocides ou la critique de leur régime. Les facteurs endogènes sont principalement liés aux politiques néolibérales et à la pression du marché, mais aussi aux restrictions de la liberté d'expression liées aux lois ou aux politiques antiterroristes qui constituent le cheval de Troie des tendances illibérales. Alors, je commencerai par évoquer brièvement la définition et les fondements de la liberté académique, puis je présenterai un aperçu des restrictions et des atteintes dont elle fait l'objet dans les régimes autoritaires et libéraux, avant de conclure par une brève analyse des régimes libéraux. Alors, d'un point de vue sociologique, la liberté académique peut être définie comme l'un des principes sur lesquels repose l'autonomie du champ académique. C'est le principe de la recherche pour la recherche, à l'instar de l'art pour l'art dans les champs artistiques et littéraires. Donc, ce principe a pour condition la liberté de recherche et la liberté intellectuelle.
Donc l'autonomie du champ, le champ académique au sens de Bourdieu, signifie l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs extérieurs, politiques, religieux, économiques, et la liberté académique a donc été revendiquée face aux autorités religieuses et politiques. Comme je l'ai avancé ailleurs, l'autonomie du champ ne peut être assimilée à l'autonomie professionnelle accordée par les pouvoirs afin d'exécuter certaines tâches qui peuvent être hétéronomes, comme par exemple la production de machines de guerre. Les champs de production culturelle en général et le champ académique en particulier sont divisés par l'opposition entre forces autonomes et hétéronomes, et la liberté académique, à l'instar de l'art pour l'art, peut être mobilisée par ces deux pôles dans leur lutte pour le rapport de force au sein du champ. Et ce fut le cas dans la polémique sur le prétendu islamo-gauchisme à l'université. J'y reviendrai brièvement. Cependant, la liberté académique est également liée à l'autonomie professionnelle, tout comme à l'autonomie institutionnelle, et les façons dont ces trois dimensions s'entrecroisent nécessiteraient davantage d'investigation qui dépasse le cadre de cette conférence, mais disons simplement pour l'heure qu'une des façons dont elles s'articulent, c'est le modèle humboldtien des universités modernes alliant enseignement et recherche, qui a relié à la fin du XIXe siècle le champ de l'enseignement supérieur au champ scientifique émergent organisé autour de revues et de sociétés savantes. Alors l'autorité et le pouvoir symbolique que les universités ont acquis en tant qu'institutions leur ont permis de négocier une autonomie collective pour le champ académique qui inclut donc les universités et les instituts de recherche, bien que ces derniers n'aient pas tous atteint la même autonomie institutionnelle que les universités en fonction de leur mode de financement et de leur dépendance vis-à-vis de l'État ou des entreprises privées. Alors, le CNRS bénéficie d'une grande autonomie, mais ça n'est pas le cas de tous les instituts de recherche partout. Alors, cette autonomie collective du monde académique implique une autonomie individuelle fondée sur l'interdépendance. Alors, la liberté académique se compose traditionnellement de la liberté de recherche, de la liberté d'enseignement et de la liberté d'expression des professeurs, même lorsqu'ils et elles sont fonctionnaires, comme c'est le cas en France, et donc par principe soumis à l'obligation de réserve, tant au sein du monde universitaire que dans l'espace public. Et elle vaut aussi pour les étudiants. D'un point de vue juridique, il convient toutefois de rappeler que la liberté académique se distingue de la liberté d'expression. Alors que la liberté d'expression est un droit humain établi, la liberté académique est une liberté spécifiquement liée à l'université. C'est pourquoi elle est parfois critiquée et attaquée comme un privilège plutôt que comme un droit. Il n'en reste pas moins un fait historique que la liberté académique en est venue à être considérée non pas comme un privilège, mais comme une liberté nécessaire au bien commun. La liberté académique favorise le développement de la science et de la connaissance, ce qui profite à la société dans son ensemble, un bénéfice consacré comme droit humain dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Alors que le pacte international relatif aux droits civiques et politiques des Nations Unies de 1966 inclut, dans le cadre du droit à la liberté d'expression, la liberté de rechercher, de recevoir et, je cite, et de diffuser des informations et des idées de toute espèce, son pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à la même époque, oblige les États parties à, je cite, respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l'activité créatrice. Même en tant que droit spécifique reconnu dans les démocraties libérales, la liberté académique se voit souvent opposée d'autres droits, comme le secret médical, la protection de la vie privée, ou au contraire la liberté d'expression, par exemple quand le corps enseignant s'oppose à la tenue de conférences d'extrême droite ou islamophobes au sein de l'université. Pourtant, la liberté académique n'implique pas que l'on puisse tenir n'importe quel discours dans l'enceinte de l'université en chaire. La reconnaissance de la liberté académique découle de différentes traditions. En Allemagne,
En Allemagne, elle remonte au concept de Einheitsuniversität, affirmé par l'université Humboldt, qui alliait enseignement et recherche. La liberté de la science et de son enseignement a été garantie par la Constitution prussienne de 1850, en son article 20, et donc elle a été évidemment abolie par le régime nazi, mais elle a été rétablie en Allemagne de l'Ouest en 1949. Et la liberté de la science, Wissenschaftsfreiheit, est garantie par l'article 5.3 de la loi fondamentale allemande, la Grundgesetz. L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La liberté d'enseignement ne dispense pas de la loyauté envers la Constitution. Aux États-Unis, une première déclaration de principe sur la liberté académique a été publiée en 1915 à l'initiative du Comité sur la liberté académique et la titularisation universitaire de l'Association américaine des professeurs d'université. Ce principe a été confirmé en 1925 par l'American Council on Education, puis reformulé en 1940 par l'Association des professeurs d'université, l'AAUP. Je cite, le bien commun dépend de la libre recherche de la vérité et de sa libre exposition. Donc, le paragraphe entier dit la liberté académique est essentielle à ses fins et s'applique tant à l'enseignement qu'à la recherche. La liberté de recherche est fondamentale pour le progrès de la vérité. La liberté académique, dans son aspect pédagogique, est fondamentale pour la protection des droits de l'enseignant dans l'enseignement et de l'étudiant à la liberté d'apprendre. Elle s'accompagne de devoirs corrélatifs aux droits. En France, comme en Italie, l'histoire des privilèges universitaires remonte au Moyen-Âge et s'inscrit dans la notion de libertas scholastica, qui les protégeait du pouvoir temporel. On sait qu'en 1231, après une grève de 2 ans qui fit suite à une répression violente des manifestations étudiantes, les clercs de l'université de Paris obtinrent du pape que la police ne puisse accéder au campus sans l'autorisation des autorités universitaires. Et depuis lors, la police n'a pas le droit de pénétrer l'enceinte des universités sans autorisation de leur président, enfin des autorités. La liberté académique a été réaffirmée par la loi Faure de 1968 et réitérée par la loi Savary de 1984. Et si elle n'est pas codifiée dans la Constitution, elle est reconnue par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental de la République. En vertu de ce principe, les universitaires bénéficient d'une dérogation au statut de fonctionnaire fondée sur la reconnaissance de leur autonomie institutionnelle et individuelle. Auto-organisation, évaluation par les pairs, recrutement par cooptation, liberté d'enseignement et de recherche. Ils et elles peuvent également déroger au devoir de réserve et s'exprimer librement, y compris de manière critique, non seulement au sein de la communauté universitaire, mais aussi dans l'espace public. Cependant, ce statut dérogatoire, on le sait, peut être restreint, voire supprimé par un gouvernement illibéral. Par-delà la circulation du modèle humboldtien de l'université associant enseignement et recherche, le principe de la liberté académique s'est internationalisé à partir de 1966 par le biais de l'UNESCO, qui l'a reformulé en 1997. La liberté académique est garantie par l'autonomie des établissements d'enseignement et de recherche. Cependant, l'autonomie institutionnelle ne suffit pas toujours à garantir la liberté académique, comme nous le verrons. Alors, le caractère individuel de la liberté académique est inscrit dans la loi de plusieurs pays. Dans d'autres juridictions, cependant, la liberté académique n'est pas considérée comme un droit individuel, mais comme un droit protégeant une certaine fonction sociale qui ne peut être exercée librement. En tant que telle, elle n'est pas seulement protégée contre l'État, mais aussi contre toute tentative d'instrumentalisation du monde universitaire à des fins étrangères à la recherche scientifique, qu'elle soit politique, économique ou religieuse. Et elle s'accompagne de ce fait de conditions institutionnelles garantissant la liberté académique, comme la liberté de diffuser ses recherches et aussi la protection de l'environnement académique. Dans plusieurs pays tels que l'Allemagne, la Suisse, article 20 de la Constitution fédérale de 1999, ou le Brésil, la liberté de la science est protégée par la Constitution. C'est également le cas dans la Constitution sud-africaine de 1996 qui garantit la liberté académique et la liberté de recherche scientifique en tant que forme de liberté d'expression. C'est aussi le cas dans la Constitution des Philippines de 1987, article 14, et dans la jurisprudence de ce pays qui l'a définie selon 4 dimensions.
l'autonomie pour recruter des enseignements et du personnel selon des normes académiques, l'autonomie d'enseigner les matières ou les thèmes de leur choix, l'autonomie dans la méthode d'enseignement, l'autonomie dans la décision d'admission. En outre, la déclaration des étudiants. En outre, la déclaration des droits des Philippines stipule dans le cadre du principe de la liberté d'expression que, je cite, le droit des professeurs et des étudiants d'exprimer leurs pensées et leurs opinions tant au sein de la communauté universitaire qu'en public fait partie intégrante de la liberté académique. Elle permet le discours intellectuel, le débat et la dissidence. Et les enseignants et les étudiants ont également le droit de former des associations, y compris des syndicats et des sociétés savantes, qui sont considérées comme je cite, un aspect essentiel de la liberté académique. Bon, une étude comparative de la liberté académique dans différents pays nécessiterait d'examiner ces traditions locales, la mise en œuvre des directives internationales de l'ONU et des organismes tels que l'UNESCO depuis l'après-guerre, sa signification, notamment par rapport à la liberté d'expression et à l'autonomie institutionnelle, ainsi que son statut juridique et les pratiques qui s'y rapportent. Elle nécessiterait également d'étudier les modalités spécifiques de violation de ce principe et les formes de menaces auxquelles il est confronté dans ces pays. Alors, je vais décrire ici certaines attaques ou menaces que l'on retrouve dans la plupart des pays appartenant à une même catégorie, bien qu'à des degrés d'intensité variables. Et ces variations pourraient s'expliquer par le degré de libéralisme ou d'illibéralisme, mais aussi à la lumière de la discipline concernée, de l'histoire locale et des sujets sensibles. Alors, il existe un indice de la liberté académique qui propose une telle comparaison pour 179 pays et territoires sur la base d'un ensemble d'indicateurs. Bon, les indicateurs, je pense qu'ils mériteraient d'être discutés, je ne vais pas le faire ici, mais aussi, je pense que de toute façon, une approche qualitative est nécessaire, enfin, entrer dans les cas particuliers. Alors, je vais commencer donc par les atteintes aux libertés académiques en régime autoritaire ou illibéral. Donc, dans les régimes autoritaires tels que la Chine, où la socialisation politique des étudiants sous l'égide idéologique du Parti communiste est une mission explicitement confiée aux universités, en Iran, en Afghanistan et en Syrie sous le régime d'Assad, mais aussi dans les pays illibéraux tels que la Turquie, la Russie, l'Inde, l'Égypte ou la Hongrie. La liberté académique est en effet restreinte par les autorités politiques ou religieuses, voire les deux, ce qui conduit à l'autocensure pour celles et ceux qui ne partagent pas l'idéologie dominante. Évidemment, il y a toujours aussi des personnes, y compris dans le monde académique, qui soutiennent ces régimes, mais celles et ceux qui ne le soutiennent pas sont soumis à l'autocensure. Les universitaires qui osent aborder des sujets tabous ou suspects sont démis de leurs fonctions, harcelés publiquement, poursuivis en justice et parfois emprisonnés, y compris des chercheurs travaillant dans d'autres pays, comme l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka, affiliée à un centre de recherche de Sciences Po à Paris, qui a passé 3 ans dans une prison iranienne, ou encore le doctorant Victor Dupont, arrêté en Tunisie et emprisonné pendant 1 mois. Donc, vous commencez à voir comment il y a un lien, en fait, entre les régimes libéraux et illibéraux, ne serait-ce que par les missions de recherche dans ces pays. Mais concernant les chercheurs de ces pays, beaucoup sont contraints à l'exil, et on en accueille d'ailleurs dans les programmes tels que Scholars at Risk aux États-Unis, Philipp Schwartz de la Humboldt Stiftung en Allemagne, l'Academy in Exile à Dortmund, ou le programme PAUSE en France, dont je fais partie. Depuis sa création en 2017 et jusqu'en 2023, PAUSE a accueilli 585 boursiers issus de 43 pays. Et de 2015 à 2024, l'initiative Philipp Schwartz a accueilli 491 boursiers issus de 26 pays d'origine au sein de 128 établissements d'accueil. Et vous voyez que la Turquie, l'Ukraine, la Syrie arrivent en tête. Dans les pays illibéraux comme la Russie ou la Turquie, les universitaires qui s'expriment ou prennent position sur des sujets tabous ou qui osent critiquer le gouvernement sont accusés de terrorisme ou d'atteinte à la sûreté de l'État.
et le gouvernement turc a, on le sait, poursuivi pour propagande terroriste nombre de signataires de la pétition de 2016 intitulée « Nous ne serons pas complices de ce crime », lancée contre les attaques qui ont visé le PKK et fait 200 morts fin 2015. Alors certains ont été, ou certaines étaient emprisonnés, d'autres révoqués de leur statut de fonctionnaire et condamnés à l'exil, à une reconversion professionnelle ou à la poursuite de leurs recherches au sein de structures associatives, principalement les académies de solidarité formées dans les pays, mais en dehors des murs de l'université. Donc ces académies de solidarité, en fait, n'ont pas accès aux ressources, et notamment aux ressources en ligne. J'avais suggéré à un moment au CNRS de se mettre en lien avec certains de ces laboratoires, tout simplement pour leur donner accès aux ressources. C'est pas quelque chose qui serait coûteux, mais ça n'a pas été mis en œuvre. Certaines bénéficient d'un financement de l'Union européenne, mais les chercheurs licenciés ont dû réorienter leurs axes de recherche. Je renvoie aux travaux de Alihan Meski sur cette question notamment, et aussi un article qu'on a publié dans ce numéro de Sociologica de Kahn et Kaya. Alors, ceux qui ont pu conserver leur poste à l'université continuent d'y travailler avec une liberté restreinte. Donc, vous voyez que ces conditions impactent les thèmes de recherche et l'accès aux sources, qu'on soit exclu ou qu'on soit au sein de l'université. En outre, une fois exilés, les universitaires poursuivis restent exposés à des menaces. Je donnerai l'exemple extrême de la sociologue turque Pinar Selek, poursuivie depuis 28 ans par la justice turque pour terrorisme, une accusation évidemment mensongère dont il a été prouvé qu'elle a été dénuée de tout fondement, y compris en justice, mais le procès a été rouvert et elle continue audience après audience. Une première fois en 1998, elle avait été arrêtée et torturée pour avoir refusé de révéler aux autorités les noms de ses enquêtés kurdes, suivant la déontologie professionnelle que l'on peut comparer au secret médical et qu'il faudrait pouvoir codifier, mais évidemment ça n'est pas codifié pour le moment. Elle a été libérée après 2 ans de prison et elle a récidivé en entreprenant une enquête sur les fondements masculinistes d'un système politique nationaliste, militariste et patriarcal. Et elle est devenue une des cibles privilégiées de ce système, précisément parce qu'elle en révèle le fonctionnement. Donc c'est vraiment pour son métier de sociologue qu'elle est poursuivie, même si évidemment l'accusation de terrorisme parle d'autre chose et pas de ses travaux. Alors ce cas extrême risque de devenir monnaie courante et se pose la question des moyens d'action dont disposent ses collègues exilés, exposés à des menaces et à des intimidations. Pinar Selek est actuellement enseignante chercheuse à l'université de Nice, mais sans pas un poste de titulaire. Elle est rattachée au laboratoire URMIS et les menaces persistent. Alors, on a enfin réussi à obtenir pour elle la protection fonctionnelle de son université. Donc, en fait, quand on est employé de l'université, on a droit à la protection fonctionnelle. C'est quelque chose d'important à savoir. Ça n'est pas que les fonctionnaires, mais ça a pris quand même un certain temps, même si l'université, évidemment, la soutient. Mais ce qui est intéressant, enfin, ce qui est grave peut-être, plus qu'intéressant, l'université elle-même est désormais prise pour cible par le régime turc. En juin 24, lors de la 5e audience de son procès, qui ne cesse d'être reportée, encore il y a 2 jours, la semaine dernière, le 2 avril, il a été reporté, ce qui permet de maintenir la pression, parce que évidemment le dossier est vide. Mais en juin 24, l'université de Nice a été mise en cause par le ministère turc de l'Intérieur, qui a prétendu établir un lien entre une conférence universitaire organisée sous l'égide de l'université et des activités qualifiées de terroristes. Il s'agissait en fait d'une table ronde sur des migrantes kurdes animée par Pinar Selek, donc activité qualifiée de terroriste. Donc vous voyez une tentative manifeste de discréditer à la fois Pinar Selek et la liberté académique dans son ensemble. Donc cette ingérence aggrave les menaces que les régimes illibéraux font peser sur la liberté académique dans les régimes libéraux. Et bon, à l'occasion de chaque nouvelle audience, une délégation française se rend en Turquie avec les avocats de Pinar Selek. La délégation est composée de son comité de soutien, de représentants d'associations professionnelles, l'Association française de sociologie, l'Association française de sciences politiques et aussi de représentants politiques. Alors, je voudrais citer un autre cas
aussi extrême, celui de Yevgeny Krzyzanowski, jeune chercheur originaire de Bélarus et travaillant en France, où il a soutenu une thèse intitulée « Contestée par la musique sous régime autoritaire, la politisation du rock en Bélarus », qui a été publiée en 2022. Et en fait, il a été condamné en juillet 24 à 10 ans de prison, colonie pénitentiaire à régime strict, à l'issue d'un procès par contumace dans le cadre de la procédure spéciale pour les crimes graves et très graves, donc appliqués pour poursuivre les opposants politiques et les dissidents à l'étranger, avec 19 autres chercheurs, journalistes et militants. Il a été déclaré coupable de complicité, d'incitation à la haine sociale, de participation à un complot dans le but de s'emparer du pouvoir, et ainsi de suite. Bon, évidemment, il a reçu le soutien du conseil d'administration de Sciences Po de Strasbourg, qui a voté donc une motion, et d'autres actions collectives ont suivi. Mais vous voyez que donc ce sont des chercheurs qui sont en poste en France, qui sont visés par ces régimes. Alors, à côté de ces cas extrêmes d'accusation de terrorisme ou de propagande terroriste et d'atteinte à la sûreté de l'État, qui sont également courants en Russie, il existe d'autres méthodes, telles que les procédures disciplinaires, également pratiquées en Turquie, les menaces ouvertes et les intimidations moins explicites observées en Russie, en Inde ou en Égypte, où des professeurs sont également révoqués, comme en Iran. Alors, ces intimidations peuvent également concerner des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. Par exemple, une doctorante russe a été dénoncée dans un média d'extrême droite russe comme étant affiliée à un centre de recherche anti-russe en France. Alors la fermeture, et c'est parce que ces travaux eux-mêmes ne pouvaient pas être désignés, donc c'est le laboratoire qu'on a qualifié parce qu'ils ont trouvé une conférence qui parlait de la guerre en Ukraine. Voilà. Alors la fermeture d'établissements ou de départements sur la base d'accusations de financement et ou d'influence étrangère, ou de financement étranger et influence étrangère, constitue une autre mesure couramment prise à l'encontre de la liberté académique. Le gouvernement hongrois, on le sait, a chassé l'Université d'Europe centrale, CEU, en vertu d'une loi adoptée en 2017 sur les campus étrangers, et CEU a dû s'exiler. Et s'exiler à Vienne, avec une antenne à Berlin, et en Russie, de nombreux instituts ont été fermés. Alors, des restrictions à la liberté académique se manifestent également dans l'interdiction faite aux chercheurs d'évoquer des faits historiques, tels que le génocide arménien en Turquie, et si cette interdiction est ancienne et intriquée à l'écriture de l'histoire nationale turque, la mention de ce génocide a été érigée en infraction pénale en 2004 par l'article 306 du Code pénal au motif qu'elle porte atteinte à l'intérêt national. De même, en Pologne, sous l'ancien gouvernement conservateur dirigé par le PiS, le Parti droit et justice, les chercheurs travaillant sur l'implication des Polonais dans l'Holocauste, dans la Shoah, ont été pris pour cible. Et cette campagne faisait suite à la polémique suscitée par le livre de Jan Tomasz Gross, Voisin, qui révélait l'implication des villageois polonais dans les massacres des Juifs à Jedwabne en 1941. Alors, pour lutter contre des travaux jugés diffamatoires et préjudiciables à la réputation de la Pologne, le gouvernement polonais a licencié un certain nombre d'historiens et a tenté d'introduire en 2018 un amendement à la loi sur l'Institut de la mémoire nationale prévoyant des poursuites pénales à l'encontre des personnes qui attribueraient aux Polonais une part de responsabilité dans les crimes nazis, en contradiction avec les faits, est-il dit dans cet amendement. Et cet article n'a été supprimé qu'à la suite d'une mobilisation internationale contre cette mesure révisionniste. Dans le monde universitaire, des tensions étaient déjà apparues en mai 2016 lors du colloque History Before Memory, Documentary Practices in the Early Historiography of the Holocaust, co-organisé par l'Institut de culture polonaise de l'Université de Varsovie, l'IKP, et l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, mon institution, donc dans le cadre d'un partenariat. Alors la conférence prévue de Jan Tomasz Gross n'a pu avoir lieu ni à l'IKP, ni à l'Institut historique allemand en raison de pression extérieure et a dû être déplacée vers un autre lieu où l'incident a donné lieu à des affrontements et à un scandale. Alors cet épisode illustre la manière dont de telles pressions affectent les coopérations internationales, puisqu'il s'agissait d'un colloque en partenariat avec l'École des hautes études en sciences sociales, et c'est un des biais par lequel ces pressions se transnationalisent, les coopérations, les partenariats.
Alors que ce premier incident s'est déroulé sur le sol polonais, un second montre que ceux qui exercent ces pressions et ces intimidations n'hésitent plus à intervenir au-delà des frontières nationales, y compris dans les démocraties libérales. Et ce fut le cas donc lors du colloque, la nouvelle école polonaise d'histoire de l'Holocauste qui s'est tenue à l'EHESS, d'histoire de la Shoah, qui s'est tenue à l'EHESS à Paris en février 2019. Donc elle était ouverte par la conférence liminaire de Grosse au Collège de France. Et elle avait pour objectif de présenter une enquête collective menée au sein du Centre polonais de recherche sur la Shoah de l'Académie des sciences. Alors, avant l'événement, les organisatrices ont fait l'objet de formes d'intimidation diffuses et la conférence elle-même a été perturbée par une trentaine de personnes dans le public qui ont crié et interrompu et proféré des insultes antisémites. Donc en France, à l'école d'autres études. Alors, certains domaines de recherche, notamment les études de genre, qui dérangent la conception d'un ordre social naturel, font également l'objet de censure dans ces régimes autoritaires et illibéraux. En 2018, le gouvernement hongrois illibéral a retiré l'accréditation des programmes d'études de genre sous prétexte qu'ils prônaient une idéologie et ne constituaient pas une discipline. Illustrant la diffusion de ce modèle, à l'instar de l'exemple hongrois, le camp conservateur en Turquie a tenté de mettre en œuvre une politique similaire avec moins de succès. Alors cette vision du monde conservatrice qui vise à remettre en cause l'hégémonie des élites dites libérales, cosmopolites et occidentalisées n'est pas nouvelle, mais elle a désormais réussi à accéder au pouvoir et à mettre en œuvre cette révolution conservatrice. Je renvoie encore une fois aux travaux de Aliane Beski. Alors qu'ils persécutent les universitaires dans les établissements publics, certains gouvernements illibéraux en Turquie, en Inde ou encore au Brésil sous Bolsonaro soutiennent le développement des universités privées afin de remettre en cause l'autonomie et le pouvoir symbolique accumulé par les professeurs des universités publiques. Alors ce soutien est caractéristique de la combinaison entre autoritarisme et capitalisme. Le contrôle de la parole, autrefois obtenu par l'étatisation et la concentration de la presse et de l'édition, est désormais le produit de la convergence entre intérêts politiques et intérêts financiers. On constate de même en Chine une montée convergente du contrôle des universités et de leur soumission aux normes de marchandisation des savoirs, à quoi s'ajoute un contrôle des discours publics au moyen d'algorithmes. Alors la censure économique est un moyen classique de contrôle de la parole et de restriction de la liberté académique au sein des universités, restriction ou suppression du financement de la recherche pour certaines thématiques, crédits coupés à certains départements. Cette méthode n'est pas l'apanage des régimes illibéraux, elle touche directement les démocraties de moins en moins libérales. Et je vais passer donc aux menaces contre la liberté académique dans les régimes dits libéraux. Donc, comme nous venons de le voir, les régimes libéraux ne peuvent empêcher les pressions, les pressions extérieures exercées par des gouvernements illibéraux ou autoritaires sur les intellectuels en exil, voire sur les activités abordant des sujets sensibles pour ces pays, et on a vu aussi les coopérations internationales. Alors, il existe toutefois aussi des facteurs endogènes qui menacent la liberté académique dans ces régimes. Tout d'abord, le néolibéralisme a introduit des politiques d'austérité et la nouvelle gestion publique, le New Public Management, au sein des institutions publiques, y compris les universités. Ça a disparu, en 2009, le syndicat britannique University and College Union s'est dit préoccupé par les menaces qui pèsent sur les liberté de recherche, d'enseigner et d'exprimer et de publier sans ingérence ni sanction, menaces liées au mode de financement et d'évaluation de la recherche, qui est liée à l'approche managériale des instances dirigeantes de la recherche et à la pression exercée sur les chercheurs pour qu'ils trouvent des sponsors dans le monde marchand. Donc l'ancien argument utilitariste contre la science fondamentale a refait surface, visant en particulier les sciences humaines, accusées de ne pas répondre aux besoins de la société. Et comme vous le voyez, au Japon, en 2015, à la suite d'une lettre du ministre de l'Éducation adressée au président de 86 universités, 26 facultés de sciences humaines et sociales ont été menacées de fermeture ou de restriction de leurs activités sous ce prétexte. Accusées d'être inutiles, les sciences sociales et humaines sont également la cible d'attaques
conservatrices en raison de leur tradition critique. En Australie et aux États-Unis, avant même la réélection de Trump, les détracteurs de droite de la liberté académique ont utilisé des arguments similaires pour délégitimer des disciplines et des programmes de recherche entiers à des fins populistes. En Floride, 2 ans avant la réélection de Trump à la présidence des États-Unis, les études de genre ainsi que la théorie critique, la critical race theory, théorie critique de la race, ont été bannies des programmes de licence. Et la sociologie a été supprimée des programmes de master des universités d'État après avoir été accusée d'avoir été, je cite, détournée par des militants de gauche, et elle a été réduite donc à la portion congrue. Alors, ces décisions ont fait suite à la nomination en janvier 2023 de 6 nouveaux membres du conseil d'administration par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ils ont également voté la suppression du bureau chargé de la diversité, l'équité et l'inclusion. Ces nouveaux membres sont des militants de droite engagés dans les guerres culturelles autour de l'éducation. Parmi eux figure Christopher Rufo, connu comme l'architecte du mouvement anti-théorie critique de la race, et Charles Kessler, membre du Claremont Institute, qui a contribué à la mise en place de la commission 1776 de Trump, laquelle a produit un rapport proposant une version conservatrice de l'histoire nationale américaine, en réponse à ce qui est considéré comme une histoire de gauche. Qui plus est, la bibliothèque de l'université de New College a été épurée de livres concernant les études de genre, le féminisme, les LGBT+, et la diversité. Il y avait aussi quelques classiques français dans le lot des livres jetés, on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà. Alors, le sursaut en défense des libertés académiques en Allemagne, au Canada, en France ces dernières années, c'est principalement dressé contre le wokisme et la cancel culture, voire l'islamo-gauchisme en France, ça c'est une spécialité française, et a contribué à discréditer l'université en la présentant comme un lieu d'idéologie plutôt que de savoir. Au Québec, une loi sur la liberté académique en milieu universitaire a été adoptée en 2022 à la suite de la controverse à l'université d'Ottawa concernant l'utilisation du N-word par un professeur, qu'il a utilisé pour une démonstration, hein, c'était pas un usage revendiqué. Alors, il y a eu aussi la mobilisation pro-palestinienne des étudiants en 2024 et l'attaque violente dont ils ont été victimes à UCLA par des personnes venues de l'extérieur, qui ont conduit en fait les autorités de l'université à restreindre la liberté académique des étudiants et des professeurs dès l'automne suivant. Ils ne sont désormais plus autorisés à exprimer leurs opinions en public sans restriction. Les manifestations ne peuvent avoir lieu que dans un cadre très strictement réglementé. Et ça, ces mesures-là, on a vu depuis qu'elles se sont étendues aussi à d'autres établissements. Enfin, la recherche et sa diffusion sont souvent entravées par des entreprises qui ne souhaitent pas divulguer des faits les concernant et qui intentent des procédures bâillons contre les chercheurs en droit, en sociologie ou en sciences politiques, comme elles le font contre des journalistes. Alors, en anglais, ce type de poursuite, ça s'appelle SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Et le rapport sur les procédures bâillons commandé par le ministre français de la Recherche en 2017 mentionne, par exemple, le cas suivant d'un spécialiste de l'éthique en droit des affaires travaillant sur la loi de défiscalisation qui a été accusé de dénigrement par une société mentionnée dans ses travaux. Donc, finalement, le tribunal de grande instance l'a relaxé en 1994 sur le principe de la liberté professorale. C'est pas un principe, un problème nouveau, vous voyez, ça remonte à 94, il y a des affaires, mais ces affaires tendent à se multiplier. Et d'autant plus qu'au lieu de protéger ces chercheurs menacés par les entreprises, les universités américaines, craignant des poursuites judiciaires, ont adopté une politique depuis longtemps visant à prévenir les poursuites, ce qui conduit à des restrictions de la liberté de recherche et de diffusion des résultats. Et c'est en train d'être mis en place en France et dans d'autres pays européens avec le règlement général sur la protection des données, la RGPD, adoptée par l'Union européenne en 2016. L'offensive des entreprises prend parfois la forme d'intimidation et de menaces.
comme dans le cas d'une géographe brésilienne qui a dû s'exiler de son pays parce qu'elle démontrait dans ses travaux comment la France et d'autres pays européens exportaient des pesticides vers le Brésil. Alors, pour conclure, cette conférence a montré qu'au lieu d'opposer de manière tranchée les régimes autoritaires et libéraux d'une part et les démocraties libérales d'autre part, il convient de considérer l'autonomie relative accordée aux chercheurs par le pouvoir et le degré de protection dont elles bénéficient par du régime et des institutions, comme s'inscrivant dans un continuum. La protection de la liberté académique, tout comme celle de la liberté d'expression par l'État, a été fragilisée dans les régimes libéraux par le néolibéralisme et par la pression conservatrice contre la pensée critique et la science, ainsi que par les intérêts privés. Et la liberté académique individuelle est moins protégée par l'autonomie institutionnelle que par le passé. Les évolutions récentes montrent que les universitaires ne peuvent pas compter sur l'État et sur la loi pour protéger cette liberté, même si en ce moment l'Union européenne essaie de codifier et protéger plus rigoureusement la liberté académique. Alors c'est pourquoi on voit les associations professionnelles se mobiliser de plus en plus sur cette question, tant au niveau national, par exemple en France, l'Association française de sciences politiques, l'Association française de sociologie, qui héberge l'OALA, l'Observatoire des atteintes aux libertés académiques, fondé il y a 3 ans par des politologues et des sociologues, j'en fais partie, qu'au niveau international, par exemple l'Association internationale de sociologie. Cependant, la perception des menaces diverge souvent, tout comme la définition même de la liberté académique, ce qui empêche une mobilisation transnationale plus unie. Par exemple, on a vu une association se créer en Allemagne en défense de la liberté académique, mais elle est complètement orientée contre le wokisme, alors même qu'il y a très très peu de cas de confrontation identifiés en Allemagne. Donc l'un des points centraux du débat porte sur la relation entre la liberté académique et la liberté d'expression. Si elle existe sur le plan légal, on l'a vu, la frontière entre liberté académique et liberté d'expression n'est pas toujours évidente pour les chercheurs, eux, car la divulgation des résultats est susceptible de véhiculer une dimension critique vis-à-vis des politiques gouvernementales, de l'idéologie dominante ou des politiques d'entreprise. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une question d'opinion, il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit du constat vérifié scientifiquement, elle peut de ce fait être bridée par des gouvernements illibéraux, c'est l'une des définitions de l'illibéralisme, ou par des procédures bâillons. De même, il relève de l'éthique professionnelle des chercheurs, eux, de s'exprimer contre des mensonges officiels ou des dénis, comme la négation d'un génocide, le génocide arménien en Turquie, ou la remise en cause du rôle des Polonais dans la Shoah. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Tu surveilles le contenu des questions. Je te remercie, Camille. Peut-être ça paraît. D'accord. Merci. On va pouvoir poser des questions, débattre. Pour lancer peut-être le débat aujourd'hui, on avait choisi de se focaliser sur un peu les sciences humaines et sociales. On fera d'autres séminaires qui concerneront d'autres disciplines. Et donc, pour revenir sur cette question de la spécificité des attaques contre les sciences humaines et sociales par rapport à d'autres champs disciplinaires je vais prendre le climat, la biodiversité, qui ont pu aussi ces dernières années, de façon nouvelle, être attaqués. Mais en ce qui concerne le grand champ des sciences humaines et sociales, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à ces attaques? Il y a des spécificités
que j'ai essayé d'énoncer, mais en même temps, vous venez de mentionner le climat, donc on voit bien que c'est les mêmes logiques. Maintenant, la question du climat est présentée comme une idéologie, alors que ce sont des résultats scientifiques prouvés. Et puis, si on remonte à l'histoire, on voit très bien que les sciences de la nature ont été aussi l'objet d'attaques de la part des pouvoirs religieux et politiques. On peut penser à Galilée, on peut penser à, enfin voilà, donc à Copernic. Enfin, certains enjeux qui sont des objets scientifiques peuvent être considérés comme par les pouvoirs religieux ou politiques comme hors débat. Hors remise en cause. Et donc toute recherche scientifique qui viendrait discuter ce qui est présenté comme des dogmes conduit en fait à restreindre la liberté académique parce qu'on ne veut pas toucher à ces sujets, donc qui deviennent des tabous, quoi. Donc, est-ce qu'on a des spécificités hors des sujets qui, bon, les études de genre aujourd'hui, la sociologie à cause de sa dimension critique, enfin, il y a certaines disciplines qui sont plus visées que d'autres, mais on voit très bien que, par exemple, l'histoire, les approches postcoloniales ont été également visées parce qu'elles remettent en cause les récits nationaux, donc elles touchent à beaucoup de choses qui sont aujourd'hui au cœur des idéologies conservatrices. Et c'est pour ça qu'elles sont visées. Mais on voit bien sur les intérêts financiers, par exemple, que de ce point de vue-là, le climat, c'est avant tout une question d'intérêt financier. Procédure Bayon dont j'ai parlé, c'est aussi lié à des intérêts financiers. Donc moi, je ne ferais pas une différence radicale entre les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature. Je pense que c'est conjoncturel, c'est-à-dire c'est lié à ce qui est dans une société donnée considéré comme hors débat. Voilà. Après, il y a des questions éthiques aussi, mais elles concernent aussi les sciences de la nature. Donc, on pourrait, ça serait intéressant de faire des comparaisons systématiques entre les deux sur différentes questions. Je pense que les sciences de la nature ont plus réussi à faire valoir leur contribution à la société historiquement, et donc il y a aussi beaucoup d'intérêts financiers liés à la production, et ça les protège d'une certaine manière. Donc on a besoin de la science, je veux dire, même les régimes nazis, ils avaient besoin de la science. Il y a eu une production scientifique qui était soutenue par ces régimes, tant que c'était des sujets qui dérangeaient pas et qui pouvaient même servir les intérêts des efforts de guerre, notamment. Donc, et je pense qu'il y a certaines sciences sociales qui peuvent aussi servir, je veux dire, l'histoire nationale a servi aussi la construction des récits nationaux. Il y a aussi, dans les sciences humaines, la manière dont l'histoire littéraire était racontée tendait aussi à mettre en avant un certain récit national. Enfin voilà, donc on peut aussi critiquer les sciences humaines et sociales par le biais des formes d'hétéronomie, c'est-à-dire de manière dont elles ont pu servir à certains courants, servir ces récits. Le colonialisme, c'est bien connu, enfin voilà. Hitler avait un sociologue théoricien de l'impérialisme. Il y a deux questions dans le chat. Je ne sais pas quand tu veux que le chat intervienne. Ouais. Une première question, ensuite. Alors, Aurélie Vernet-Caron, qui vous dit: je suis d'accord avec vous pour ne pas opposer ces régimes libéraux et illibéraux. De mon point de vue, en France, les propositions de loi Ziane et Vogel menacent clairement la liberté académique sous couvert de la protéger, en réponse à ce qui se passe aux États-Unis. Que pensez-vous de la constitutionnalisation de la liberté académique? C'est comme toujours, ça dépend sous quel terme on la constitutionnalise. Donc, effectivement, c'est un enjeu qui mérite discussion. Évidemment, sur le principe, on peut être pour, mais il faut que les termes soient des termes qui restreignent pas cette liberté dans un certain sens.
Et donc c'est ça le risque, évidemment. Donc bon, pour le moment, c'est une loi fondamentale, mais c'est pour ça que je pense que nos efforts là pour définir ce qu'est la liberté académique sont très importants, et il faut que ce soit encore l'objet de débat avant que ce soit codifié par certains courants qui peuvent s'approprier en fait cela pour légitimer leur vision du monde. Si je peux juste prolonger cette question, vous avez fait écho de quelque chose qui m'a surprise, que l'Union européenne essayait, vous avez dit, de la protéger et de la codifier. J'ai pas suivi ça. Je pense que c'est en cours, hein. C'est des échos que j'ai eus de ci, de là, mais je sais qu'il y a des initiatives en ce sens, oui. Ouais. Et discrète pour l'instant. Oui. Oui, mais il y a aussi toute la question des réfugiés, de coordonner la manière de les protéger. Enfin, voilà, il y a d'accord. C'est concret aussi dans l'action, et pas seulement au niveau du principe. Ben, dans l'action, ça, je ne sais pas, mais c'est dans la réflexion, en tout cas. Dans la réflexion. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une petite question de clarification par rapport à ce que vous avez dit, et puis je pourrais rebondir sur votre réponse précédente. Vous avez dit à un moment donné une stratégie de la part des institutions qui est l'utilisation de la loi RGPD pour restreindre l'application et thématiques de recherche. Je me demandais dans quelle mesure en fait l'utilisation de la RGPD ça peut être une stratégie institutionnelle pour des procédures ballons. Et je pose les deux d'un coup. Oui. Ouais. Et du coup, je suis totalement d'accord par rapport à votre réponse à Julien. Mais je suis quand même un peu étonnée. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, les sciences humaines et sociales, elles peuvent être aussi particulièrement attaquées par rapport à deux points? Le fait qu'elles mobilisent énormément de méthodes qualitatives. Alors, je vais dire quelque chose auquel j'adhère pas du tout. Hein. J'utilise beaucoup de méthodes qualitatives. Oui, et donc, elles vont être attaquées. Voilà, elles vont être attaquées sur leur scientificité. Et c'est facile. Oui. Enfin, voilà, c'est un argument. Et aussi qu'on va retrouver par exemple, les sciences physiques, moins les sciences biologiques, mais les sciences physiques et mathématiques, des alternatives un peu technosolutionnistes. Et donc, finalement, dans des régimes capitalisme, New Public Management, on va pouvoir finalement avoir une rhétorique qui ne va pas complètement à l'encontre des publications scientifiques, contrairement à une critique plus robuste du côté des sciences humaines et sociales. Du coup, on va les attaquer beaucoup plus frontalement. Enfin, voilà. Oui, merci pour ces deux questions. Elles sont très importantes. Alors, les RGPD, bon, faut regarder de près, mais la question de la RGPD, c'est la question du rapport aux enquêtés qui est complexe, c'est-à-dire que il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a eu un débat à l'Association française de sociologie. Les sociologues professionnels avaient proposé à l'association d'adopter une mesure garantissant le consentement des enquêtés à l'enquête. Et ça a été rejeté de manière globale parce que ça peut être une entrave en fait à la liberté de recherche dans la mesure où pas toujours les enquêtés sont exactement consentants, et puis surtout si vous n'allez pas dire ce qu'ils veulent que vous dites, que vous disiez. Donc ce que je disais, c'est en fait les universités américaines, elles font signer une sorte de il y a un formulaire où quand vous allez faire une enquête dans une entreprise, vous devez faire remplir à l'entreprise le formulaire, l'accord, etc. Mais ça donne à l'entreprise un pouvoir de contrôle sur la publication des résultats. Voilà. Et donc je pense qu'avec la RGPD, il y a des formulations qui permettent en fait ce type de se prémunir. En fait, les universités américaines, elles le font pour se prémunir de procès. C'est pas du tout pour c'est aucune autre raison. C'était encore des raisons financières. Mais au lieu d'être derrière leurs chercheurs pour soutenir le principe de la vérité et qu'il n'y ait pas de contrôle, il ne s'agit pas d'entreprises qui emploient des chercheurs. Hein. Il s'agit de chercheurs libres, dépendants d'une université qui vont enquêter. Et si les résultats déplaisent, on va les empêcher d'en parler. Voilà. Donc en ce sens-là, cette question
Évidemment, il y a une déontologie de chercheurs. Moi, je suis sociologue. Quand je vais voir des enquêtés, je leur dis exactement sur quoi je travaille, enfin voilà. Mais je sais pas, je parlais de Alian Miski, il a fait un terrain en Turquie au moment du coup d'État, il est allé interviewer des journalistes. Vous voyez, ce sont des situations à risque. On peut pas non plus tout dire dans toutes les circonstances. C'est pas qu'il a dit qu'il travaillait sur les intellectuels, c'était tout à fait juste. Mais voilà, on peut ne pas mentir aux enquêtés tout en préservant aussi les intérêts de la recherche. Et je pense que c'est ça qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants. Hein. Il faut avoir une éthique de la recherche, c'est évident, mais en même temps, est-ce qu'on peut la codifier d'emblée? Est-ce que ça veut dire de remplir un formulaire de consentement? Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des résultats, de la divulgation des résultats de la recherche? Alors sur votre deuxième question, vous avez tout à fait raison. Les sciences humaines et sociales sont remises en cause aussi en raison de leur soi-disant faible scientificité, mais vous voyez très bien que ça n'entrave pas les attaques contre le climat. Et il se trouvera des gens qui sont hors université pour prétendre que dans l'université il y a des dogmes et pour vous démontrer par toutes sortes de subterfuges que en fait ce qu'ils racontent est faux. Voilà. Et donc bon, ça a toujours été. Hein, je veux dire, c'est de même. Il existe des sciences sociales qui sont au service de ces idéologies conservatrices et qui fournissent des arguments, des données pour démontrer, soi-disant, le contraire de ce qui est obtenu par des résultats scientifiques. Et puis, parfois, je veux dire, la question aussi se pose pour nous de jusqu'à quel point on est prêt à discuter avec ces points de vue-là, qui ne sont pas fondés sur vraiment de la recherche et qui falsifient en fait les travaux. Alors maintenant sur les méthodes qualitatives, bon, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Sont des méthodes éprouvées, contrôlées. Les résultats sont généralisés en fonction de ce qui est généralisable. C'est-à-dire que on a tout à fait. Voilà, j'ai bien compris que vous ne souscriviez pas à cette idée, mais c'est pas parce que le quantitatif il n'est pas forcément scientifique. Hein. Je peux aussi vous montrer du quantitatif qui s'effondre en 30 secondes. La fausse science, elle existe. Enfin, voilà. Donc les données, on est extrêmement vigilants sur la manière dont elles sont construites, surtout les données quantitatives, parce que on peut plus facilement effacer en fait ce qu'on trafique avec. Voilà. Donc on est très très vigilant là-dessus, sur les deux. Et puis de toute façon, moi personnellement, je préconise l'articulation entre méthode quantitative et qualitative. Mais après, ça dépend des objets. Hein. Quand vous travaillez sur de l'argumentation, vous pouvez utiliser de la lexicométrie, mais parfois vous arriverez quand même à des analyses plus fines en faisant une analyse de texte. Voilà. Bon, je pourrais parler longuement de ça, mais je pense que la question de la scientificité, c'est un peu ce que je disais aussi, de dire qu'elles ont les sciences de la nature ont plus établi leur socle. Mais vous voyez très bien que en fait, ces régimes autoritaires et libéraux, ils ont besoin aussi des sciences humaines et sociales. Donc, ce qu'ils essayent, c'est de remettre en cause le pouvoir symbolique des approches critiques pour promouvoir leur point de vue, c'est-à-dire ils sont en train de mettre en place des gens, vous voyez très bien qu'ils sont en train de réécrire l'histoire nationale. Il y a une commission, enfin Trump, il a quand même pris la peine de constituer une commission 1776 pour réécrire l'histoire nationale. Donc vous voyez bien que c'est un enjeu très important, et donc ils veulent aussi avoir comment vous avez dit, des techno-scientifiques à leur service. Voilà. J'ai deux choses dans le chat. On avait dit quoi, Monsieur d'abord. Alors, je pose ma question. C'était tout à fait intéressant, mais je me serais attendu à voir apparaître une corrélation entre est-ce que le chercheur est financé par l'État, est-ce que le chercheur est financé par le privé, et puis les points de vue un peu abstraits et là vous avez cité les deux, mais on ne voit pas très bien s'il y a une corrélation forte entre les statuts.
Oui, merci, vous avez raison de poser cette question et j'ai pas vraiment cité les deux. C'est vrai que je parle d'un point de vue assez français, c'est-à-dire la recherche financée par l'État public, mais j'ai donné des exemples de pays où effectivement c'est paradoxalement cette recherche-là qui est la plus visée à cause du pouvoir symbolique et de l'autonomie acquise par ces universités, comme la Turquie, le Brésil, enfin d'autres pays. Mais évidemment, par exemple, aux États-Unis, la Ivy League, les universités sont privées, et on voit très bien. Alors, elles pensaient avoir justement leur autonomie fondée là-dessus, et on a très bien vu au moment du moment de protestation étudiants sur la Palestine que là, elles avaient la marge de manœuvre pouvait être fortement restreinte par les donors, ceux qui financent en fait ces universités. Donc ça, là, voilà. Mais avec l'État, bon, on voit bien, je veux dire, c'est en France, l'attaque contre l'islamo-gauchisme à l'université, elle est partie de notre ministre. Enfin, voilà. Donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est que ni l'État ni les intérêts privés ne protègent complètement la liberté académique. Donc, il y a des États, il y a des traditions où les États s'en sont faits les protecteurs et on l'ont garanti, mais on voit très bien comment ça peut basculer en pas grand-chose. Maintenant, évidemment, les chercheurs qui sont financés par des financements privés qui sont dépendants d'entreprises, bah, ils ont beaucoup moins de latitude et de marge de manœuvre, hein, ça c'est évident. C'est vrai que je les ai pas complètement inclus, mais il y a des instituts de recherche aussi qui ont des statuts beaucoup plus limités. Puis on peut penser à la recherche qui se fait pour des ministères et des choses comme ça. Donc, alors en France, on a acquis une sorte d'autonomie de ces instituts, l'INED, l'INSEE, enfin, l'introduction de méthodes scientifiques, le contrôle des données, mais il ne faut pas oublier que, enfin, la démographie, c'est une science des populations qui est née des besoins de recensement d'État. Donc, il y a des origines de ces sciences qui sont complètement hétéronomes. Et vous avez parfois des chercheurs parfaitement autonomes, hein, par exemple Einstein, qui n'ont pas de financement d'État et qui ont un financement qui les laisse complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Exactement, oui. Ils ont des bureaux de brevets, etc., qui n'ont rien à voir avec, disons, la morale. C'est tout à fait juste et on voit très bien qu'il y a, en Allemagne par exemple, les fondations philanthropiques jouent un tel rôle pour financer des recherches, voilà, et financer bien sûr. Donc, mais bon, je pense que la question des statuts, elle ferait partie d'une approche comparative, mais je ne pense pas qu'elle est, comme vous le dites, toujours déterminante, parce que ça, vous voyez bien, l'État, il peut être protecteur, il peut être liberticide. Donc, et pareil, financement privé, bah, ils peuvent être protecteurs jusqu'au moment où ça les dérange. Voilà. Donc, sans parler des religions, ça c'est pour l'histoire. Oui, mais les religions, c'est aussi le pouvoir qu'on leur donne. Donc, en fait, c'est quand même lié à l'État. C'est-à-dire qu'on voit très bien en France, tant qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et la religion, bah, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Je veux dire, l'athéisme a été un crime en France jusqu'en 1880, il faut s'en souvenir. La religion, elle peut devenir une idéologie d'État que si elle est soutenue, enfin si elle a un pouvoir temporel derrière pour soutenir, et donc elle peut là, à ce moment-là, ce qui se passe en Turquie ce qui s'est passé en France sous le régime de Vichy. Enfin, il y avait toujours la séparation, mais le régime de Vichy a décidé de faire de la religion. D'ailleurs, la sociologie a été supprimée sous le régime de Vichy en France. Il faut se rappeler de ça. Alors, il y avait un commentaire et une question. Je commence par le commentaire. La liberté d'expression pour la diffusion de travaux de recherche en santé, biologie, basés sur des résultats expérimentaux quantitatifs, subissent aussi des attaques et des remises en cause, que ce soit dans des régimes libéraux et illibéraux. C'est ça. Donc, ça revient à ce que vous disiez sur le climat. Et la question d'Anne-Sophie Godefroy, il me semble que les sciences expérimentales sont faciles à contrôler par les financements. C'est moins le cas des SHS, de la nécessité d'autres instruments de contrôle. Qu'en pensez-vous ?
Oui, ça c'est très intéressant, oui, parce qu'il y a des recherches qui ne peuvent pas être menées sans financement, c'est tout à fait juste. Mais il y en a aussi en sciences humaines et sociales, parce que les grandes enquêtes quantitatives, souvent elles demandent, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans financement, mais il est vrai qu'il y a beaucoup de recherches qui peuvent être menées sans financement et plus facilement peut-être que dans les sciences de la nature, sauf les mathématiques, mais je ne suis pas une science de la nature, c'est une science exacte. Donc ça, c'est vrai que ça laisse plus de latitude en fait à des approches critiques dans les sciences humaines et sociales, mais en même temps c'est risqué parce que comme c'est encadré par la loi, vous voyez bien que dans des régimes autoritaires ou illibéraux, ces chercheurs-là sont tout de suite ciblés. Ouais. Mais c'est sûr que la question du financement, elle hiérarchise aussi les sujets de recherche. On voit très bien comment tout ce qui concerne la médecine des femmes, spécifique des femmes, est sous-financé par rapport à d'autres. Donc c'est aussi des formes de censure qui s'exercent par le biais de... alors c'est pas seulement de la censure idéologique, ça peut être pour d'autres motifs, mais la hiérarchisation des thématiques par le financement, on sait très bien que le financement, c'est aussi une manière d'empêcher certaines choses de s'exprimer. Les modèles économiques derrière des universités, des institutions de recherche jouent effectivement via le financement. Absolument. Oui, j'avais juste une question aussi. La question de la liberté académique est liée aussi aux autres libertés dans la société, puisque finalement les chercheurs, ils sont quand même inclus dans une société qui évolue. Et entre autres, je me posais la question, par exemple, l'évolution de la presse actuellement en France, avec les menaces qui sont pesées sur la liberté de la presse, d'une certaine façon, avec les questions de financement. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'influer sur les travaux de recherche qui sont faits, parce que des choses qui sont jugées inacceptables à un moment donné deviennent acceptables plus tard, et que du coup, ça modifie aussi la façon de travailler des chercheurs et des enseignants. Et donc, comment toutes ces différentes libertés, bon, j'ai parlé de la presse, mais il y en a d'autres aussi, comment toutes ces libertés sont liées, et qu'il ne faut pas non plus trop se cacher derrière son petit doigt et penser que la liberté académique peut être indépendante des autres formes de liberté dans la société. Absolument, et ça c'est le lien que j'évoquais entre liberté académique et liberté d'expression, et vous avez raison de pointer cette question de la presse, puisque là on voit très bien que par les voies du capitalisme qui se voulait au départ défense du libéralisme aussi politique, c'est par ce biais-là, du capitalisme de presse, que s'exercent des formes de censure avec les concentrations extrêmes. On l'avait vu déjà en Italie avec sous Bolsonaro, l'intégration verticale, c'est-à-dire, ça on n'a pas ça en France, mais c'est même... c'est pas seulement les groupes d'édition, mais c'est aussi le contrôle de tous les points de distribution, c'est-à-dire des librairies, des chaînes de librairies. Et ça, c'est la pire configuration, parce que là, en France, on a encore des librairies qui sont indépendantes de ces groupes. On a vu même au moment de la publication de l'autobiographie de Bardella, on a vu même les librairies de gare, les gens qui travaillaient se rebeller, parce que là, c'était même plus une opération économique, c'était une opération idéologique claire, avec une mise en place de 155 000 exemplaires. C'est du jamais vu dans l'édition. Donc, vous avez tout à fait raison de pointer ça, parce que ça veut dire aussi que les espaces d'expression pour des chercheurs, pour divulguer, rendre public leurs résultats, vont se restreindre à mesure que ces espaces sont sous contrôle idéologique, sous la coupe de Bolloré, pour ne pas le nommer. Voilà. Donc, déjà, l'espace d'expression pour la recherche tend à se réduire, parce que pour des raisons financière et d'intérêt financier, c'est-à-dire que ce qui passe, c'est les débats contradictoires, mais pas des vrais débats, c'est des espèces de mise en scène du pour ou du contre, ce qui est vraiment antithétique avec une réflexion approfondie, scientifique, le déroulement
d'une démonstration. Donc déjà, ces espaces avec la réduction du temps d'exposition, c'est quelque chose dont Bourdieu avait parlé déjà dans son livre sur la télévision, hein, c'est-à-dire l'espace pour faire valoir un point de vue scientifique se réduit. Il y a des espaces qui existent, qui continuent d'exister, mais ils sont quand même limités, et ils touchent un public de plus en plus restreint, on peut dire. Je sais pas, si on pense France Culture, Le Monde, enfin voilà, il y a des espaces, il y a certaines émissions où on peut parler de science ou de résultats scientifiques, et on est encore quand même consulté comme expert par ces médias sur certaines questions, mais parfois, parfois des médias qui m'appellent et qui me veulent que j'intervienne sur une question et qui me disent mais alors vous êtes pour ou vous êtes contre? Je lui dis mais écoutez, je veux dire, mon avis personnel, ça n'est pas l'objet là. Je viens pour faire une analyse, expliquer je vais pas me mettre dans une case de pour ou contre, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, donc vous avez raison évidemment, et je l'ai dit hein, au début, il y a aussi la question des atteintes à il y a d'autres questions qui sont des principes démocratiques et des vrais débats démocratiques qui bornent cette liberté d'expression et liberté académique, effectivement, et ça on sait très bien qu'on n'a pas le droit de parler, je sais pas, de maladies de personnes en public sans leur accord, enfin voilà, ça fait partie de ce qu'un chercheur, une chercheuse doit intégrer, et c'est normal parce que il y a des principes à respecter en démocratie. Enfin, on peut pas non plus, transgresser ce qui est la protection des droits des personnes, de même que aujourd'hui il y a une éthique par rapport à, je sais pas, des animaux, quand on fait des expériences, on peut pas faire ce qu'on faisait au 19e siècle en France, quoi. Voilà. Il y avait une question. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore bien formulée dans ma tête, ma question, mais dans toute votre présentation, vous avez beaucoup parlé d'exemples où vraiment on a quelque chose de très clair en termes de restrictions, d'intimidation, de menaces, et à un moment donné, vous avez parlé effectivement de changement en fait, de gouvernance en charge. Vous avez parlé de New Public Management, dans lequel en fait nos institutions de recherche et nos universités ont largement basculé. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des travaux qui suivent? En fait, c'est insidieux, en fait. C'est-à-dire que là, on est dans un moment de tension, donc ça se révèle au monde, mais ça ne date pas d'il y a 5 ans. En fait, juste on le voit apparaître maintenant parce qu'on est dans une tension. Mais en fait, ce New Public Management, il est insidieux depuis très longtemps et il a abouti à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des travaux comme ça sur le long cours? Parce que je pense qu'en fait, il y a une forme de vigilance à avoir en permanence, pas juste là, maintenant, parce qu'on a Trump au pouvoir ou le pouvoir d'extrême droite en Hongrie. Voilà, ça fait quelque chose qui est insidieux. Je me demandais dans quelle mesure il y a des analyses historiques, sociologiques, critiques de comment est-ce que ça s'insinue lentement, première chose, et du coup, comment est-ce qu'on maintient une alerte vis-à-vis de ça? Quelles sont les arènes de défense? Où est-ce qu'on se fait? En fait, parce que je pense, moi en tout cas, je suis plus terrorisée par l'insidieux que par le mental momentané. Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, elle est claire. Mais je m'interrogeais justement sur ce terme d'insidieux que vous dites, parce qu'il s'agit de politique. Hein. Oui. Donc, c'est complètement déclaré, explicite. Sauf que je pense que ce qui est insidieux, ce qui vous amène à parler du mot insidieux, et il est peut-être juste de ce point de vue-là, c'est le vocabulaire qui est utilisé pour mettre en place ces réformes. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on va défendre l'autonomie mettre en place une loi d'autonomie des universités. Cette autonomie, de quoi il s'agit en fait? Enfin, moi, j'ai fait partie du mouvement Sauvons la recherche, donc c'est une histoire ancienne. En France, en plus, on a quand même des résistances, on s'est battu, contrairement à d'autres pays, contre ça. On a produit une masse de textes. Il y a eu aussi des recherches menées, et il y en a encore. Là, j'ai dans mon laboratoire un groupe qui travaille sur Parcoursup, qui fait partie de ces
ces réformes. Donc, en fait, on utilise les termes de manière antithétique, c'est-à-dire cette autonomie des universités. En fait, on a compris les conséquences que après coup, et c'est ça qui est insidieux. Ça voulait dire quoi? Enfin, quand on s'est battu, on savait, mais ça veut dire l'autonomie financière des universités. Ça ne voulait pas dire, parce que les recrutements des universités continuent à être nommés par le ministre de tutelle. Donc ça, c'est pas ça l'autonomie des universités. C'est une autonomie financière qui voulait dire quoi? Qu'en gros, maintenant, l'université va payer aussi les retraites, par exemple. Donc ça, et c'est pour ça que vous avez en France une quinzaine d'universités qui sont au bord de la faillite, sinon déjà en faillite. Et ça limite les recrutements, les possibilités de recrutement, les marges de manœuvre, etc. En guise d'autonomie, on a obligé, par exemple, les conseils d'administration à avoir plus de gens du monde non académique et d'autonomie, c'est-à-dire du monde industriel. Donc plus de contrôle justement par des intérêts financiers et par des gens qui attendent une utilité de la science et qui ne sont pas intéressés par la recherche pour la recherche en tant que telle, et certainement pas par ses aspects critiques. Voilà, donc je pense que ce terme insidieux, il est juste à cause du vocabulaire qui a été employé pour mettre en place ces réformes. Et le problème, c'est qu'il y a eu dans le monde académique aussi des gens qui ont soutenu ces réformes parce qu'ils donnaient certains avantages, surtout pour les chercheurs dans des positions très favorisées, qui leur permettaient plus de marge de manœuvre en termes de gestion des ressources. Enfin, voilà. Mais il y a eu quand même une très très forte mobilisation et il y a une production très importante là-dessus et sur les effets dévastateurs de ces politiques. Puis ensuite, on a eu évidemment alors là aussi, dans ce numéro, justement, il y a un article d'un collègue, Pierre-Yves Baudot, sur l'islamo-gauchisme, parce que ça aussi, ça a été un épisode, alors qui était peut-être plus frontal, plus apparent, mais enfin que notre ministre accuse les chercheurs et les universitaires d'islamo-gauchisme, c'était assez sidérant quand même. Voilà, donc et que sous islamo-gauchisme, on mette par exemple les gender studies, les études féministes, voilà, donc tout ça, c'était assez ahurissant, mais on voit bien que ça a été un moment de remise en cause très forte de la liberté académique. Et alors, il y avait une stratégie aussi qui était qui a été éprouvée aux États-Unis et qu'il faut avoir en tête. Ce sont justement ces groupes conservateurs qui envoient des conférenciers de leur bord d'extrême droite. Et aux États-Unis, c'était comme ça. Et il y avait des manifestations d'étudiants pour s'opposer, ou de profs même, pour s'opposer à ça. Et après, ils hurlaient au fait que la censure dans les universités. La censure qui... Mais encore une fois, je l'ai dit, la liberté académique, ça ne veut pas dire que n'importe quel discours peut se tenir en chair. Donc, la liberté académique, c'est une liberté qui n'est pas la liberté d'expression, qui est une liberté qui concerne la communauté académique qui produit des savoirs, et si cette communauté décide qu'elle ne veut pas laisser de la place à comme Max Weber théorise en 1919 dans sa conférence et à propos de l'enseignement, il dit les professeurs ne doivent pas utiliser les chairs pour propager leurs idéologies. Il a l'extrême droite en tête. Il vise aussi l'extrême gauche, mais il a surtout l'extrême droite en tête, les nationalistes et les racistes. Voilà. Donc, alors là, il parle des professeurs, parce que certains professeurs utilisaient la chair. Donc, que ça fasse partie de la déontologie des professeurs de ne pas utiliser la chair pour exprimer leurs opinions, ça ne veut pas dire ne pas discuter. Tant qu'on est dans le débat, on est dans le débat, donc on permet les positions de s'exprimer. Mais maintenant, on voit aussi, alors là, j'ai dévié de votre question sur le néolibéralisme, mais j'ai des professeurs qui me disent que bon, ils peuvent avoir des étudiants identitaires qui vont arriver dans leur classe, qui vont remettre en cause la manière dont ils font des cours d'histoire de France, par exemple. Enfin, voilà. Donc
Donc maintenant, les enseignants-chercheurs sont aussi confrontés à ça. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait une protection. Mais bon, pour revenir au néolibéralisme, on voit très bien que c'est les modes de financement, de gestion, et puis aussi le temps, tout simplement, tout le temps qu'on doit passer au travail administratif de gestion pour rendre des comptes à enfin, j'ai dirigé un labo et j'ai été aussi vice-présidente pour les relations internationales de l'EHESS. Je peux vous dire que beaucoup ce qui nous est demandé de produire en termes de justification n'est même pas consulté au bout du compte. C'est-à-dire qu'on passe, en tant que directrice de labo, on a passé, je sais pas, des heures à remplir des cases sur les publications et tout ça. À la fin, le jury, il n'avait même pas regardé ce truc-là. Enfin, voilà. Donc c'est aussi une manière de voler notre temps de travail de recherche bon, je pense que quelque part aussi, alors je ne sais pas si c'est théorisé quelque part ou si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, c'est quand même une manière d'embrumer les cerveaux et d'empêcher la réflexion critique d'avoir de l'espace pour se dérouler. Parce que quand on a passé la journée sur ces plateformes à remplir des cases, bon, on a un peu le cerveau obscur. Voilà. Et le temps qu'on passe justement à répondre à des appels d'offres où finalement on n'a pas d'argent. Voilà, alors ça aussi c'est une question très importante sur les appels d'offres et merci de rappeler ça parce que ce qui est intéressant c'est que de mon expérience par exemple de plusieurs tentatives de projets ANR, c'est jamais la partie scientifique sur laquelle j'ai regretté d'avoir passé du temps. Parce qu'on apprend toujours, même si de fait on va produire un projet qui ne pourra pas se réaliser parce que le principe du projet c'est qu'il ne pourrait se réaliser que de manière financée, mais j'ai jamais le regret du temps passé à l'élaboration scientifique. Le regret, il est vraiment sur tout le temps, mais incalculable, qui est passé sur le montage financier selon des méthodes. Alors ça, c'est typique. Là, on arrive au cœur de la question du New Public Management. On a introduit, mais c'est pareil c'est plus grave encore dans les hôpitaux, dans toutes les administrations, un format qui est le format du management, qui est produit par les cabinets de conseil, qui ne correspond absolument pas, qui s'applique partout, donc qui n'est pas du tout fait sur mesure pour répondre aux besoins de l'activité en question. Et voilà. Et ce format-là a été appliqué de manière... Alors, je vais vous raconter un épisode. Moi, j'ai fait ma carrière au CNRS, je suis aussi directrice d'études à l'EHESS, mais voilà, j'étais membre du Comité national de la recherche scientifique, je fais de l'évaluation, je suis pour l'évaluation, je pense que ça a un sens l'évaluation des chercheurs, je ne suis pas contre l'évaluation en soi, mais la question c'est qu'est-ce qu'on produit pour l'évaluation. À un moment, c'était déjà il y a plus de 20 ans, 25 ans, le CNRS avait des velléités de passer à l'évaluation quantitative, c'est-à-dire de compter juste les articles, et comme ça on se passerait du travail qualitatif d'évaluation du comité national. Et puis, c'était un moment où en fait, le recours au cabinet de conseil, ça commence bien avant, hein, c'est à peu près ce moment-là. Le CNRS nous avait... donc j'étais secrétaire scientifique de ma section 36, sociologie, normes et règles, et le CNRS nous a convoqué tous les directeurs de section, les présidents de section et les secrétaires scientifiques de section, pour une journée, pour comment est-ce qu'on recrute un directeur de recherche. Alors nous, au CNRS, si vous voulez, il n'y a même pas de recrutement externe a priori, enfin, il y en a quelques-uns, mais enfin, je veux dire, c'est des gens qu'on évalue tout le temps, des chargés de recherche, et qui vont, à un moment donné, postuler comme directeur de recherche. Maintenant, on impose l'habilitation, c'est pas dans les textes de loi, mais enfin, voilà, il y a des critères, voilà, c'est quelqu'un qui doit structurer un domaine de recherche, on les connaît très bien. Donc, réunis pour nous apprendre à... Ils ont payé, je pense à l'époque, c'était dans les 30 000 euros, un cabinet de conseil qui nous a envoyé un questionnaire. Il y a eu 4 réponses. 4 personnes qui ont rempli le questionnaire. Le représentant du cabinet de conseil qui était sur l'estrade devant
un amphi plein de présidents et secrétaires scientifiques de sections du CNRS, des 40 sections du CNRS, a osé nous présenter des statistiques sur les 4 questionnaires. Lui-même, il était gêné en les présentant. Et à nous faire un grand discours sur comment on recrute un directeur de recherche. Et donc, bon, on le regardait un peu sidéré, c'est quand même une journée de travail qui nous est prise, plus 30 000 € du CNRS qui est allé à ce cabinet. Et à la fin, c'était quoi le message? Bon, alors, est-ce que le directeur de recherche, c'est un bon chercheur? Je crois qu'il n'a pas dit la directrice, mais est-ce que c'est un bon chercheur? Mais non, le bon chercheur, il est déjà là, il reçoit déjà son salaire, donc bon chercheur, c'est un bon chercheur, voilà, il n'a pas besoin de passer directeur de recherche. Alors, c'est quoi un directeur de recherche? C'est un manager. Voilà, c'était le message. 30 000 € pour ça et une journée de 40 membres de section. Voilà. Mais je pense que ça illustre bien le caractère insidieux. Je ne sais pas finir sur ça, donc je vais poser une question. Il y en a deux dans le chat. Vas-y. Mais non, mais comme tu veux. Moi, non, c'était pour rebondir sur le langage et puis les mots qui sont utilisés pour dire d'autres choses, autonomie. Il y a aussi le terme de protection qui est utilisé, et ça, c'est aussi pour protéger l'économie qu'on fait des zones à régime restrictif, les ZRR, qu'on met en place dans un certain nombre de laboratoires. Et on dit que c'est pour le protéger, mais en fait, ça sert, concrètement, ça restreint la liberté des membres du personnel qui est dedans, qui doit demander des autorisations pour publier des textes. C'est souvent lié au domaine économique. Mais, ça s'élargit de plus en plus. Les ZRR, je ne sais pas si... Oui, mais voilà, ça fait partie de ces contrôles de plus en plus. Enfin, on sent l'étau qui se resserre sur la recherche. Avec des justifications un peu alambiquées de temps en temps. Tel laboratoire passe intégralement en zone à régime restrictif. Et les gens qui sont dedans n'ont pas le choix, sauf à sortir du lab. Si tu arrives. Alors, en fait, ce sont 2 commentaires. Il y a un premier commentaire à propos de la novlangue. Un intéressant lien, depuis la novlangue, manipulation. Alors, le titre de l'émission, manipulation du langage, réécriture du passé et double pensée. Les concepts élaborés par Orwell en 1984 nous aident-ils à décrypter les attaques subies par la science aux États-Unis et en France? Et c'est une émission de France Inter, La Terre au carré, de lundi d'hier. Voilà, c'était le thème d'hier. Et un autre commentaire, des attaques indirectes via les médias existent aussi. L'actuelle commission d'enquête parlementaire à Londres sur l'audiovisuel en est un bon exemple. Pour rebondir avec Juste, j'ai pas tellement parlé de ce qui se passe aux États-Unis, vous l'avez dit en introduction, mais c'est un exemple terrifiant de comment ce qui était pour nous le paradigme de la démocratie et aussi de la liberté de recherche et la liberté académique et de l'épanouissement et du soutien de la science peut basculer du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alors on voit bien que c'est pas du jour au lendemain, que ça a commencé avant, que c'est une lutte, mais en une restriction totale. Les 150 mots interdits, enfin je veux dire, et en fait le nombre de projets de recherche qui ont été, programmes de recherche qui ont été supprimés est ahurissant. De jeunes chercheurs qui sont retrouvés de post-doc du jour au lendemain sans poste. Alors certains collègues en poste ne se rendent pas bien compte parce qu'eux ils ne sont pas pour le moment touchés, et aussi qu'est-ce que ça va introduire comme biais, c'est-à-dire je parlais des régimes illibéraux où on voit les chercheurs contraints à l'autocensure, mais c'est en train d'arriver aussi aux États-Unis parce qu'on est dans cette bascule libérale. Donc il y a des sujets qu'on va plus pouvoir aborder, on va plus pouvoir parler
gender, on va pas pouvoir voilà. Et puis alors on utilise, alors c'est là que c'est intéressant la manière dont ça se croise. On utilise les moyens néolibéraux pour aussi des usages idéologiques. C'est-à-dire que là, bon, l'université de Texas a fusionné tous les départements de langue, ce qui est comme dans les entreprises, hein, on fusionne et puis après on supprime. Voilà. Donc c'est un mélange des deux, et d'ailleurs ce néolibéralisme il est appliqué au Brésil, en Turquie, en Inde, enfin voilà. Donc ça sert aussi d'outil pour les manœuvres sur le plan idéologique. Et en France, l'HCERS avait fait quelques remarques sur les maquettes universitaires d'enseignement en sciences humaines et sociales, assez négatives, qui pour l'ouverture, leur prolongation, ça arrive aussi en France, ce genre de... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça arrive en France. On sent que ça monte. Hein. Oui. Bah, ça a été freiné en France, si vous voulez, parce que il y a eu ce mouvement de réaction. Mais vous voyez bien aussi que il y a toujours des gens dans le champ académique pour soutenir ces formes d'hétéronomie. Hein. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils trouveront toujours des gens qui vont valider ces principes. Hein. Donc voilà. Bon. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, merci à Gisèle Sapiro pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.